Bonjour et bienvenue à ce Market Live. Nous sommes ensemble pendant 1 heure, donc nous verrons une partie macroéconomique. Nous passerons comme d'habitude à l'analyse technique sur le cours des Forex, du Forex, des indices et des matières premières. Nous finirons comme d'habitude sur le Bitcoin. Aujourd'hui, donc, nous regarderons bien sûr l'épidémie et également nous verrons Donald Trump et la Chine, ou en tout cas ces tensions qui reviennent sur le conflit, ou en tout cas rappelant le conflit commercial entre la Chine et les États-Unis, justement. Cette image avec la signature le 15 janvier dernier de cet accord commercial donc de phase 1 entre les États-Unis et la Chine. Ici, donc, retour sur ce dossier commercial, mais également sur la gestion de la crise par la Chine. Justement, donc, Trump intensifie les menaces contre la Chine, notamment sur la gestion de la crise, comme je le disais, mais également sur le dossier commercial, précisant donc qu'il ne souhaitait pas parler au président chinois, qu'il vérifiait bien entendu le bon déroulement justement des objectifs qui avaient été déterminés dans cet accord commercial, et bien sûr notamment les 200 milliards de dollars d'importations supplémentaires donc de la Chine de produits américains, sachant que les importations ne sont qu'à hauteur de 130 ou 160 milliards chaque année. Ces 200 milliards, c'était donc sur une augmentation sur 2 ans, notamment avec les produits agricoles qui étaient au centre de cette demande. Donald Trump, donc, qui avait mis des droits de douane, qui avait conduit justement à obliger l'administration américaine à soutenir le secteur agricole, donc avec des soutiens financiers, des subventions à une quinzaine de milliards de dollars. Donc c'était pendant la guerre commerciale, et puis maintenant ce Covid qui ralentit bien sûr les échanges commerciaux et la consommation ne fait que peser un peu plus sur ces ventes. Bien avant le Covid, bien sûr, même au-delà de cette crise, cela paraissait difficile pour la Chine d'acheter autant, d'augmenter autant en tout cas les produits, sachant que nous voyons la Chine qui diversifiait ses sources d'approvisionnement, notamment avec le Brésil sur les produits agricoles, ou encore l'Argentine. On a vu d'ailleurs une augmentation des achats de produits agricoles chinois, donc en tout cas de la Chine, de produits agricoles brésiliens. Et donc ici, cet objectif ne devrait pas être tenu. Cela permet donc à Donald Trump d'intensifier justement ses critiques contre la Chine, et notamment au-delà de cet accord commercial, donc la gestion de la crise. Donc selon lui, c'est de la faute bien sûr de la Chine s'il y a autant de cas et de décès aux États-Unis. Donc ici, Donald Trump menaçait de nouveau. Nous avons eu bien sûr son arme favorite avec les droits de douane, et puis maintenant ce serait d'autres annonces, d'autres suggestions, notamment le retrait ou le retrait, oui, donc des demandes de visa de personnes chinoises pour travailler, ou pardon, pour les étudiants dans le secteur qu'ils jugent sécurité nationale, comme les ordinateurs quantiques, ces ordinateurs ultra puissants, ou encore l'intelligence artificielle. Il suggérait également de clôturer, de couper toute relation avec la Chine, ce qui serait absolument désastreux pour les marchés, mais également bien sûr pour l'économie, mais également pour la sûreté justement, et la paix dans le monde, en tout cas, non pas forcément une guerre armée, mais si les deux premières puissances n'ont plus de relations, cela pourrait amener des tensions assez importantes sur le commerce, sur l'économie, mais également donc sur tous les aspects de la paix dans le monde. Je ne parle pas forcément de conflit armé ici. Donc ici, nous suivrons avec attention, les marchés pourraient rebondir, ont rebondi ce matin, on l'a vu. Une volatilité en revanche extrêmement importante hier, avec une baisse donc sur les marchés européens de plus de 3%, 3,50% au plus bas quasiment de la séance, et puis les marchés américains ont ouvert sur une même tendance avec une baisse quasiment de 2% sur les indices américains, pour terminer finalement en hausse de 1 à 1,65-62, c'était pour le Dow Jones. Nous avons eu une volatilité, un rebond sur des niveaux techniques qui se maintenaient. On l'a vu sur le DAX et on le verra sur la partie technique. On l'a vu également sur le Dow Jones, le S&P. Donc malgré ce rebond et ce ralentissement de la tendance baissière que nous avons eu depuis le début de la semaine,
nous avons donc tout de même une nervosité extrêmement importante sur les marchés et on le verra. Ici, les marchés européens, pour le moment, le DAX et le CAC en hausse de plus de 1%. Nous en parlerons un peu plus longuement donc dans la partie technique pour cette dernière séance de la semaine. TSMC également, donc Taiwan Semiconductor Company Corporation, ici, qui va s'installer aux États-Unis. TSMC, c'est donc le numéro 1 mondial dans la production de puces donc pour les ordinateurs, ce qui est extrêmement stratégique avec les nouvelles technologies, les ordinateurs, les téléphones et tout autre, la 5G ou tout autre appareil technologique. On le voit d'ailleurs au travers des entreprises américaines, les sociétés technologiques qui progressent de façon importante. Ce secteur est extrêmement stratégique, on a ST Microélectronique chez nous ou d'autres. Ici, c'est le numéro 1 mondial, mais surtout donc, qui va s'installer, qui a annoncé l'investissement de 12 milliards de dollars donc, pour construire une usine en Arizona qui pourrait créer 1600 emplois. Mais ici, c'est surtout le fait que pour la Chine, Taïwan donc, est chinois. Et il y a une guerre, en tout cas, il y a des tensions extrêmement importantes depuis bien longtemps. Les États-Unis, qui est l'allié de Taïwan, qui essaie justement de désolidariser complètement Taïwan par rapport à la Chine, ce qui est soutenu bien sûr par les pouvoirs taïwanais, notamment avec sa demande d'intégrer donc Taïwan reconnu par l'OMC, ce qui justement voudrait dire que Taïwan est un pays à part entière, complètement différent de la Chine, mais ce n'est pas ce que soutient la Chine. Et donc cette intention, il y a eu une hausse bien sûr du lobby, une hausse des pressions justement sur ce type de société, notamment qui fournit Huawei et Apple également bien sûr, pour justement essayer de faire venir les sociétés, ce type de société sur le sol américain, et essayer de renforcer son amitié ou en tout cas son partenariat avec Taïwan. Donc ici, cela pourrait pourrait ne pas plaire du tout à la Chine et nous pourrions avoir une réponse. Nous suivrons donc cela avec attention et bien sûr cela, selon le président américain, pourrait, ou en tout cas l'administration américaine pourrait justement réduire la dépendance des États-Unis à la Chine. On l'a vu bien sûr. Suite à ce Covid, de nombreux pays se sont posé la question d'avoir une concentration de la production qui est en Chine, ou en tout cas au même endroit, et ce qui pourrait justement ramener, non pas forcément aux États-Unis, mais ramener les sociétés sur le sol donc national, ce qui est plutôt positif pour l'emploi bien sûr. En revanche, par rapport au prix, des prix de vente bien sûr, et donc l'inflation, ce qui est plutôt probablement négatif, des frais, des coûts et une augmentation des taxes, du coût de l'emploi, etc. Donc nous suivrons également cela, en tout cas la réponse de la Chine concernant cette installation TSMC, alors qu'il y a quelques jours, nous avions plutôt une information contraire. Il y a quelques jours, une information que pour le moment, TSMC ne réfléchissait pas à s'installer aux États-Unis. Il devrait y avoir très probablement un tapis rouge qui a été déroulé pour ce numéro 1, justement, de la production de puces, parce qu'on peut tout de suite assez rapidement comparer les coûts entre Taïwan et les États-Unis qui ne doivent pas du tout être les mêmes. La Chine, l'offre se reprend, c'est donc le calendrier économique pris sur Reuters, le terminal Reuters, pour information, donc la source. L'offre se reprend en Chine, mais la demande, elle, reste sous pression. Nous avons donc l'Urban Investment qui est le CAPEX, donc les dépenses en immobilisation, non pas le CAPEX, mais les dépenses en immobilisation. La production industrielle ici pour la seconde ligne, et puis les ventes au détail. Donc on voit effectivement que la production industrielle, le chiffre en orange, c'est le chiffre actuel, le chiffre en bleu c'était les perspectives des analystes, et puis le chiffre en gris ici c'était donc le chiffre en gris, c'est donc le précédent, le deuxième chiffre en gris à droite, tout à droite. Donc on voit ici que donc, sur le chiffre orange, c'est donc la publication que nous avons eue, 3,9% d'augmentation de la production industrielle, ce qui est plutôt
une belle accélération par rapport au précédent de moins 1,1% et ce qui était attendu plus 1,5%. Donc une augmentation de la production industrielle qui est plutôt en général entre 5 à 7% en Chine, mais tout de même une augmentation de l'activité. Donc d'où l'offre qui se reprend, donc la production pour ensuite aller vendre. En revanche, nous avons les retail sales, donc les ventes au détail qui, elles, baissent de 7,5% par rapport à un chiffre attendu à 7%, mais bien sûr en amélioration tout de même par rapport à un précédent de 15,8%, mais tout de même 7,5% de baisse donc, sur les ventes au détail, qui montre bien la consommation et donc que la demande, elle, n'accélère pas autant. De la même façon, les dépenses en immobilisation ici, les investissements qui sont toujours sous pression malgré une amélioration par rapport à la baisse, mais baisse de 10,3%. Le retail sales, les ventes au détail que nous vérifierons également aux États-Unis cet après-midi, donc un chiffre extrêmement important également aux États-Unis, nous le répétons souvent, la consommation aux États-Unis, les dépenses de consommation qui comptent pour une bonne partie du PIB américain. Les ventes au détail sont tombées à 8,4% en baisse en mars. Ici, pour avril, nous attendons moins 12%. En tout cas, même en Chine, on voit justement que la demande, elle, n'accélère pas de façon importante et donc traduit un peu justement de cette croissance, de la reprise économique qui pourrait être très lente en Chine, mais également justement par extrapolation dans les autres pays, dans les autres régions du monde, en Europe ou aux États-Unis. Donc ici, la Chine, production qui est plutôt positive, en revanche, la demande qui reste sous pression et donc nous vérifierons ce même type de publication, en tout cas sur les ventes au détail. Ce sera publié cet après-midi aux États-Unis avec d'autres publications, la production industrielle également, que nous suivrons avec attention, qui est attendue en plus forte baisse, à plus de 11% de baisse. Ce sera cet après-midi aux États-Unis. Le Covid-19 ici également, donc la tendance qui ne s'améliore pas, nous voyons donc une poursuite de la hausse. Ici, c'est donc des chiffres qui ont été pris, ou en tout cas des graphiques qui ont été pris sur la map, la carte de l'université Johns Hopkins, donc aux États-Unis, qui sert un peu de référence. Il y a également l'université de Washington qui donne des chiffres et des graphiques plutôt parlants et intéressants. En tout cas, ici, c'est donc le nombre de cas journaliers, donc une barre correspond à un jour. Nous voyons les trois pays ici, les États-Unis, le Brésil et la Russie. Donc les États-Unis, malgré l'administration américaine ou en tout cas plutôt le président américain qui soutient que les chiffres sont bons, d'une part, nous avons le total ici aux États-Unis qui est le plus haut, donc la plus grosse accélération depuis le 7 mai, donc plus d'une semaine maintenant. Et nous sommes revenus à plus de 27 000 cas dans la journée. Donc au global, et au-delà du global, il y a des États qui sont en très forte augmentation, même si ce sont des États qui n'ont pas 300 000 cas, comme on l'a vu dans le New Jersey ou à New York. Il y a tout de même une augmentation assez importante et des États où c'est en accélération. Et même ici aux États-Unis, donc comme je le disais, nous revenons sur le plus haut depuis le 7 mai. Mais ici, si on regarde bien le graphique, voilà, le 7 mai, c'est donc ici. Voilà, au-delà de ce niveau, nous n'avons pas vu ce type de hausse importante depuis, on peut repartir à une semaine encore auparavant. Donc attention à cette communication qui paraît beaucoup trop positive. Et cela semble confirmer les dires du docteur Fauci, qui donnait donc qui était auditionné par le Sénat ou un panel de sénateurs en tout cas pendant environ 3 heures et qui a bien appuyé justement sur le fait que cela est extrêmement risqué de réouvrir l'économie trop rapidement. Bien sûr, c'est indispensable de reprendre l'activité pour ne pas voir une crise qui dure plus que quelques années, ou en tout cas qui s'intensifie du moins. Mais attention au risque de reprise, et on le voit ici au travers des graphiques. Cette audition et ces remarques du docteur Fauci ont d'ailleurs été fertement critiquées par le président américain.
Le Brésil et la Russie qui sont maintenant des pays avec une forte augmentation. Nous avons tout de même les États-Unis qui comptent le plus grand nombre de cas journaliers, mais tout de même au Brésil ici, 13 000 cas donc, durant les dernières 24 heures, et on voit l'augmentation qui se poursuit. La gestion de la crise au Brésil ressemble un peu à celle du président américain, mais peut-être encore moins restrictive, avec un lockdown qui n'a pas réellement été mis en route, et donc une augmentation, on le voit tout de suite, voilà, la sanction. Nous sommes à plus de 10 000 cas ou quasiment depuis plus d'une semaine maintenant, malgré donc des hausses et des baisses. Nous sommes à 13 000 cas supplémentaires dans les dernières 24 heures. La Russie de la même façon, bien au-delà, nous restons au-delà des 10 000 cas ou presque. Les 2 dernières journée voit une décélération, mais nous sommes proches des 10 000 cas par jour. La Russie, qui a une frontière avec la Chine notamment, la Chine précisait donc avait mis des restrictions plus importantes, voilà, dans la région où il y a une frontière avec la Chine, avec la Russie, et on voit la Russie donc qui augmente de façon importante. Donc attention, voilà, nous revenons au niveau global également à près de 100 000 cas durant les dernières 24 heures. Donc au-delà de l'Europe, au-delà également des États-Unis au global, il y a d'autres pays. Attention au Brésil, à la Russie, mais bien sûr les États-Unis, plus de 27 000 cas ici dans les dernières 24 heures, et également si on enlève le New Jersey, si on enlève le New York, il y a tout de même une augmentation dans certains États qui est extrêmement inquiétante. Wuhan, justement, dans la région, le premier, en tout cas là où l'épidémie aurait démarré, avec 11 millions d'habitants donc, dans cette région, c'est plus que Paris. Intramuros, on doit être à 2 millions, et dans la région, une dizaine de millions. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais simplement pour comparer rapidement, voilà, c'est tout de même une ville extrêmement dense, extrêmement peuplée, ce qui a amené d'ailleurs à des doutes sur les chiffres et le nombre de contaminations, mais c'est un autre sujet. Ici, donc, la Chine essaye justement d'avoir une communication plus positive, de prendre le problème de front, et ici annonce justement le test de 11 millions de personnes. Forcément, 11 millions de personnes à tester, cela va être très compliqué. Cela va amener, comme on le voit ici sur la photo, qui n'est pas forcément la photo d'hier en train d'être testée, mais on voit ces files d'attente donc, qui pourraient être également un amas de gens donc au même endroit, qui pourrait ne pas forcément être quelque chose de positif pour essayer de ralentir le Covid. Mais ici, en tout cas, Wuhan et la Chine précisent qu'ils vont tester les 11 millions de personnes qui sont, en tout cas les 11 millions d'habitants que compose la ville de Wuhan. Le pétrole, également une hausse du raffinage, donc ce n'est pas une hausse de la production de brut, c'est la hausse de la transformation donc, du raffinage, donc qui est plutôt positif pour une reprise de l'activité. Ici, c'est un tableau donc, qui est sorti donc, ici de l'Agence internationale de l'énergie, donc sur le rapport mensuel d'avril que nous avons eu hier, nous avons eu l'OPEP avant-hier, et donc ici, si on revient en juin par rapport à mai ici, donc on voit ici une baisse qui s'est opérée, on le voit depuis donc, mars et même avant, si on prend depuis le début de l'année, donc le total du raffinage a fortement baissé, et puis il y a une augmentation, donc ce qui traduit une augmentation de l'activité de raffinage, de transformation. En revanche, toujours en baisse, ici c'est une baisse par rapport à la même période de l'année dernière, tout de même encore une baisse importante, ici 14% pour le mois de mai, 11% pour le mois de juin, mais tout de même voit une hausse de cette activité, de l'activité de transformation, ce qui est plutôt positif bien sûr, mais le pétrole qui repart à la hausse pourrait réduire, selon l'AIE toujours, en tout cas l'Agence internationale de l'énergie, réduire les marges bien sûr avec cette hausse. D'ailleurs sur la hausse justement, la CFTC donc qui est le régulateur donc sur les commodities, sur les matières premières aux États-Unis, Commodities Future Trading Commission, qui précisait donc qu'il pourrait y avoir, en tout cas avait observé une très forte hausse de la volatilité dernièrement, et que le risque de prix négatif sur certaines échéances, notamment bien sûr celle de juin, pourrait être vu une nouvelle fois. Donc ici avec cette hausse en effet, avec cette hausse que nous avons observée dernièrement, cela paraissait écarter ce risque de baisse et de contrats négatifs comme nous l'avons vu sur la dernière échéance. Mais attention, nous sommes toujours proches des prix justement que nous observions avant la baisse extrêmement importante du 21 avril justement.
qui avait amené à des prix négatifs jusqu'à près de 40 $. Ici, la prochaine échéance, donc le contrat juin qui est à échéance le 20 mai, en tout cas qui était à échéance mardi, pour la livraison de juin, d'où le contrat juin. Nous pourrions avoir donc également une volatilité extrêmement importante et donc cela prévient, donc en tout cas la CFTC prévient que les prix pourraient être négatifs. Pourquoi les prix négatifs et pourquoi cela pourrait arriver une nouvelle fois? Parce que les contrats futurs donc justement servent soit à se protéger et donc pas forcément à livrer. Il y a en général justement des spéculateurs, des personnes qui hedgent, qui se protègent, et d'autres qui vont justement être livrés en pétrole. Ici, de moins en moins, en tout cas, c'est ce qui a amené notamment à ce prix négatif, c'est qu'aucun acteur du marché ne souhaite être livré, donc on voit uniquement du trading sur les futurs à la prochaine échéance pour de la spéculation. Et donc, bien sûr, lorsque nous arrivons ou proche ou à l'échéance, tous ces acteurs vont donc vendre le contrat sur la prochaine échéance pour se reporter sur un autre contrat, alors que d'habitude nous avons des livraisons et donc des personnes qui vont jusqu'à l'échéance pour être livrées, ce qui amène justement à une stabilité du prix. Ici, comme on l'a vu en avril, il y avait presque personne, ou quasiment, ou même peut-être 0 personne qui souhaitait être livrée, et donc ce qui a amené à cette baisse importante. Nous pourrions voir le même type de risque, c'est ce que précise la CFTC qui a justement observé une forte hausse de la volatilité dernièrement. Le prochain contrat, je le rappelle, échéance juin, et donc mardi prochain. Voilà donc pour ce Market Live, en tout cas, voilà donc pour cette partie macroéconomique du moins. Nous allons donc passer, n'hésitez pas, comme on le voit ici, tant qu'à faire, sur le site IG, il y a des articles et des idées de trading un peu plus détaillées sur les différents sujets que nous voyons au travers des Market Live. Nous allons maintenant passer donc à l'analyse graphique tout de suite. Et nous commençons donc du coup bien sûr sur le Forex, puis indice, puis matières premières et Bitcoin. Ici, nous avons donc le Forex avec l'euro-dollar, GBP, USD, USD, Yen, l'AUD, USD et l'USD CAD. Nous avons donc ici, d'abord, nous commençons toujours sur le dollar américain, puisque les paires de devises donc, sont en contrepartie du dollar. Le dollar américain qui est sans réelle tendance, après une hausse depuis, en tout cas nous avons toujours cette tendance haussière depuis le début du mois, toujours en train de bloquer en revanche sur ces 150, 100,50, 100,60 pour pas de tentative justement, échec et donc pas d'accélération pour venir justement au-delà et venir tester ces 101. Nous sommes en revanche toujours en train de tester donc cette oblique, une résistance oblique. Nous sommes en hebdomadaire donc plusieurs années depuis le passage dessous et ce premier test en octobre 2017 et nous avons eu une nouvelle fois quasiment ici ce test. En tout cas nous voyons un maintien sous ce niveau, l'accélération avec la chute des marchés financiers, ce qui a conduit les investisseurs à venir sur le dollar américain. Et nous sommes toujours en train de tester. On le voit, les 10,66, 10,77, donc 10,70, que en tout cas les 100,67, un dépassement ici pour venir franchir le seuil des 101 qui permettrait une nouvelle accélération. Nous avons ici Jérôme Powell qui a écarté la perspective des taux bas, ce qui aurait pu justement, en cas de taux négatif, ce qui pourrait amener à une forte baisse du dollar si en fin de compte l'État américain décidait de taux négatifs. Mais bien sûr, ces risques que nous avons, malgré l'espoir des marchés et l'euphorie, nous avons des risques sur les marchés, ce qui pourrait conduire une nouvelle fois le dollar à moyen terme plutôt haussier, puis par la suite, suite à la crise, après la crise en tout cas, à une baisse du dollar américain. C'est notre perspective actuellement. En tout cas, voilà le dollar américain et l'évolution. Nous sommes en hebdomadaire très rapidement. On va regarder en 4 heures l'évolution depuis cette volatilité importante, un marché qui évolue et une volatilité qui est en train de se réduire de plus en plus. Attention à cette évolution de marché qui pourrait conduire à une nouvelle accélération à la hausse comme à la baisse ici. L'euro-dollar, donc pour commencer, l'euro-dollar que nous avons ici, nous aurons le PIB donc en Allemagne qui sera publié donc bientôt,
C'est donc à 10h, je le rappelle, nous sommes en décalé, il est 9h50 actuellement. Nous regardons donc le PIB de la première économie européenne, de la zone euro, qui est attendu en baisse de 2,2%. Nous avons vu le Royaume-Uni dernièrement, dernier PIB en Europe, qui a publié son PIB, qui était attendu à moins 2,5, et puis finalement une surprise. Nous avons constaté donc un chiffre qui était à 2 seulement, en baisse de 2%. Nous regardons donc l'Allemagne, le moteur de croissance de la zone euro, qui publiera donc, je le rappelle, dans 9 minutes. Nous aurons le temps d'en reparler lorsque nous ferons les indices, et notamment le DAX 30. L'euro-dollar, donc il y aura également le PIB en zone euro qui sera donc publié à 11h. Il est attendu à 3,8% trimestriel, en baisse bien sûr. Voilà, et nous aurons des publications cet après-midi aux États-Unis et notamment les ventes de détail. Les ventes de détail aux États-Unis, comme nous en avons parlé tout à l'heure justement, avec celles constatées en Chine et une faiblesse de la croissance de la demande par rapport à l'offre, aux États-Unis encore plus important, donc avec une bonne portion du PIB réalisé par la consommation aux États-Unis. Les ventes de détail, donc, qui étaient déjà tombées en baisse de 8,4%, alors que nous attendions un chiffre à moins 8%, est attendu à moins 12% actuellement. Il y aura également les ventes de détail principales, il y aura l'indice manufacturier de la Fed de New York qui sera publié, et d'autres publications comme les rapports de nouvelles emplois ou ce type de publication, production industrielle également aux États-Unis. Donc attention cet après-midi, ce sera entre 14h30 et 16h que nous aurons les publications américaines, et donc ce matin ce sera plutôt tourné vers l'Europe avec le PIB en zone euro et le PIB en Allemagne. Voilà donc un peu ce que nous attendons dans la journée. Au niveau de l'euro-dollar et au niveau du dollar américain également, si nous avons une poursuite de ces tensions entre les États-Unis et la Chine, cela pourrait amener à se tourner vers le dollar américain une nouvelle fois, parce que les marchés, pour le moment, restent de toute façon assez haussiers, hein, malgré les baisses que nous avons vues, ce qui traduit tout de même d'une nervosité importante et qui pourrait amener une baisse un peu plus importante que cela. Ici, nous sommes sur une consolidation pour le moment, avec ce rebond sur les supports. Mais les investisseurs ne prêtent de moins en moins attention à l'évolution du Covid, malgré justement cette crainte du seconde vague. Nous avons une augmentation du nombre de cas aux États-Unis, une forte augmentation encore au Brésil ou en Russie. Nous voyons que la reprise économique en Chine n'est pas aussi haute qu'espérée. La Fed, le FMI ou la BCE qui voit justement une détérioration plus importante et surtout une poursuite de cette tendance de la détérioration du PIB. Hier, on en parlait avec la chef économiste du FMI qui voit en cas de poursuite de la crise, une détérioration du PIB mondial qui pourrait être 2 fois supérieure quasiment, en tout cas à 6% au lieu de 3,3% de baisse pour 2020, et puis un PIB qui pourrait être flat à 0% en 2021, donc ce qui montre bien que la crise devrait se poursuivre, mais nous avons tout de même des valorisations ici. Les actions sont parmi les plus chères depuis plusieurs années en termes de rentabilité par rapport au cours, et voilà, nous avons d'ailleurs j'ai publié ce matin sur Twitter, sur le mien et sur IG France, l'évolution des différentes crises que nous avons vues, les crises majeures, la bulle Internet ou encore la Grande Dépression de 29, la crise des subprimes. On voit que en effet, toutes les tendances sont un peu différentes selon les crises, mais c'est tout de même la crise où nous avons eu le plus gros rebond immédiatement après. Même la crise de la Grande Dépression où le choc a été immédiat, comme on l'a vu ici, très rapide, la hausse par la suite s'est faite sur plusieurs mois où cela a été très long. Dans le cas des autres crises, après le premier choc, la crise s'est poursuivie. Ici, nous avons un retour aussi extrêmement important, mais attention à cet espoir. Donc, pour le moment, les marchés restent focalisés à la hausse, mais tout de même, la décorrélation, ou même on peut parler de corrélation inverse entre l'économie les statistiques économiques qui s'aggravent, et pas seulement à court terme, et la valorisation des actions qui se poursuit, en tout cas qui continue de progresser. Donc l'euro-dollar, ici nous avons atteint les niveaux, nous en parlions
Ici, nous en parlions durant le Market Live, c'est le niveau, donc les 1,0780 que nous avons atteint justement. Pas de franchissement, pas de clôture sous ce niveau qui permet ici de revenir au contact des 1,08. Donc un maintien au-delà de ces 1,08 ici, nous pourrions poursuivre l'accélération haussière. Tout va dépendre également du dollar américain et des publications, je le disais tout à l'heure. Des publications en zone euro, des publications aux États-Unis cet après-midi, et donc tout de même une volatilité assez importante, sans parler bien sûr des risques et de la valeur refuge dollar. Donc ici le seuil d'1,08, 0,8, on le voit qui est assez important, c'est 1,0779. Le maintien, donc au-delà en journalier, en 4 heures, peu de niveau, et nous pourrions voir une accélération. Il faudrait voir tout de même une faiblesse du dollar américain qui s'intensifie, comme on le voit actuellement. Nous étions à 0 avant le début du Market Live, moins 0,09 actuellement, ce qui permet justement de poursuivre l'accélération. 1,0820 donc en ligne de mire, et nous pourrions voir en cas de franchissement une accélération sur les 1,0865. Nous regardons rapidement dans d'autres horizons de temps, mais comme je le disais, le Market Live étant décalé, il est 9h55, donc en 15 minutes ou 1 heure, c'est un peu plus difficile. Ici donc nous pourrions voir, je le disais, 1,0820, c'est moyenne mobile ici, 1,0825 ici actuellement, moyenne mobile 100 et 200 périodes en 1 heure, qui pourrait permettre une nouvelle accélération pour revenir sur les 1,0865. Nous vérifierons l'échec qui pourrait en revanche, comme on l'a vu, des tentatives de dépassement de ces 1,0820, revenir ici en cas d'échec à franchir ces 1,0820-25, nous pourrions revenir sur le seuil des 1,08. En cas de franchissement, test probable des 1,0865. Les niveaux que nous avons observés, non pas en 4 heures, mais en journalier, que nous allons donc revérifier pour terminer. Voilà, les 1,0865, voire cette résistance donc, qui a mis une nouvelle fois en échec, donc qui est située actuellement sur les 1,0893. Donc ce niveau, plusieurs fois, a servi de support, et nous surveillons donc qui a une nouvelle fois donc amené à une correction non loin des 1,09. Un échec sous les 1,0823 à 25. Attention ici à un nouveau test des 1,08 amené peut-être par une nouvelle crainte sur les marchés, mais pour le moment les marchés sont plutôt haussiers, bien sûr, avec une baisse très importante, un rebond technique, et donc nous voyons bien que cette tendance haussière n'est pas terminée. Attention tout de même au risque fortement baissier, mais ici si nous avons justement un retour sur le dollar américain, le franchissement des 1,08 qui pourrait nous conduire une nouvelle fois sur nos 1,0879, voire ici un peu accéléré donc avec un nouveau test et un échec sous les 1,0879, 1,0725 ici qui est le plus bas donc que nous avons observé depuis le 23 mars dernier. Voilà, nous poursuivons donc sur le GBP USD. Le GBP USD ici en baisse de 0,10, donc malgré la baisse du dollar américain, donc une pression avec en revanche ici un rebond qui s'est effectué donc sur le plus bas du mois d'avril, et qui était donc le plus bas ici depuis le 27 mars, qui permet actuellement le rebond, mais attention, nous voyons donc une hésitation sur ce seuil des 1,2209, sur ces 23,6 de Fibonacci. Nous sommes également sous cet ancien plus bas ici, donc du 21 avril, et attention donc à l'hésitation sous les 1,2209, attention à un nouveau test de ce plus bas récent et de ce plus bas du mois d'avril sur les 1,2162, et cela pourrait amener à une accélération en cas de cassure sous ce niveau. Nous allons observer également ici en 15 minutes, nous voyons donc cet échec à se maintenir, donc c'était le support donc on a vu à 2 reprises qui a permis le rebond sur ou la poursuite de l'accélération haussière sur le GBP USD. Nous sommes bien sous ce niveau maintenant, malgré le rebond technique que nous avons observé justement sous ce plus bas. Donc attention, sous les 1,2209, sous le seuil des 1,22 du moins, attention à l'accélération baissière, et nous vérifierons le maintien ou non sur les 1,2166 sous ce niveau. Attention au retour ici, les 38,2 de Fibo, en tout cas nous avons... 38 de Fibo, c'est donc que nous avons tracé avec cette baisse importante, cette baisse sur les marchés financiers et également la hausse sur le dollar américain.
qui est en ligne de mire à 20,95. Ici, tentative donc de rebond au-delà des 1,2209. Nous attendons bien sûr, il faut venir dépasser cet ancien support ici, 1,2250, 1,2255 pour tenter une nouvelle accélération sur le GBP USD. Nous avons eu les publications donc déjà au Royaume-Uni que nous avons observé, je le disais, avec le PIB notamment, la production manufacturière industrielle qui était toute meilleure que prévu, mais qui restait tout de même en très forte baisse. Ici, ce sera donc autour de la zone euro, mais autour des États-Unis également, qui pourrait amener à une volatilité sur le dollar américain. Ici, si nous avons une poursuite de la hausse des marchés, en revanche, le dollar américain pourrait poursuivre sa baisse et donc nous pourrions venir ici tester ce seuil 1,2255 qu'il faut dépasser pour une nouvelle accélération aussi. L'USD Yen maintenant, l'USD Yen donc qui reste en baisse ici, à peu près donc un peu plus que la baisse du dollar, donc tout de même un retour sur le Yen. Donc nous avons des marchés qui rebondissent, mais une nervosité qui s'intensifie également. Nous en avons parlé, je le disais hier, une baisse de jusqu'à 3,5% sur les indices européens, ce qui a conduit à une baisse de... nous avons également vu une baisse en tout cas de près de 2% sur les indices américains, et puis terminé en hausse de jusqu'à 1,62 donc sur le Dow Jones 30. En revanche, le Russell, qui est donc les moyennes capitalisations, et qui est généralement avec une volatilité plus importante, en tout cas une progression, une baisse plus importante, a terminé lui en baisse. Ce sont des actifs plus risqués, donc tout de même, on voit les actifs risqués en termes d'action par rapport au Nasdaq qui progresse, qui est moins important. Nous avons même terminé sur une baisse. Donc attention ici, qui montre également cette nervosité et des investisseurs qui ne se tournent pas non plus plus sur justement les actions jugées un peu plus risquées, ces moyennes capitalisations par rapport aux GAFA ou aux FANG, voilà, qui sont beaucoup plus solides. Donc ici, voilà, on voit cette poursuite avec le dollar américain et donc nous pourrions voir un retour baissier. Nous avons une hésitation sur ces 107,32 que nous avons précisé. Après un retour, une accélération baissière. Le rebond, mais pas de test ici de la moyenne mobile, en tout cas bloqué sous la moyenne mobile 200 périodes et un retour sous les 107,32 que nous allons voir. Cela pourrait amener justement à un test des 106,90 avec le seuil psychologique tout de même sur les 107, mais un test sur la moyenne mobile 100 périodes et ce seuil des 106,90, on l'a vu qui à deux reprises ici au mois d'avril justement a permis le rebond à deux reprises sur l'USD Yen. Donc objectif ici, à moins d'un retour fortement haussier sur le dollar américain, nous devrions tester ici ces 106,90 sur l'USD Yen. Je le rappelle, nous sommes en décalé, il est actuellement 10h02. Nous allons regarder également en journalier. En journalier, donc, de la même façon, peu d'autres niveaux. Nous avons échoué à franchir ces 107,51 qui était ici l'ancien plus haut du 30 avril, malgré une clôture, un retour baissier extrêmement important. Et nous avons donc ces niveaux 106,90 que nous avons vu également en journalier. Le franchissement, en revanche, pourrait conduire à une accélération un peu plus importante sur l'USD Yen. Donc, objectif 106,92. Le franchissement ici pourrait nous ramener donc sous les 106,65 sur les 106,30. Donc sur l'USD Yen. Je vais y arriver, voilà. 106,92 et 106,30 donc en cas de franchissement. En cas de rebond ici, il faut revenir au-delà des 107 pour tenter une nouvelle accélération sur les 107,32. Voilà, nous passons tout de suite à la UD-USD. La UD-USD qui profite du dollar américain, mais qui est tout de même, il y a une volatilité assez importante. Nous voyons une évolution autour de l'équilibre, donc sur l'AUD-USD ici. Après une hausse, nous voyons une hésitation, une volatilité assez importante, tantôt en hausse ou en baisse. Nous avons donc la baisse du dollar américain, bien sûr, qui permet de soutenir cette tendance, qui a été amenée, en tout cas la hausse, avec la production industrielle, nous l'avons vu, la production industrielle donc
en Chine, qui est ressorti à 3,9%. Nous avons parlé de cela dans la partie macroéconomique. Donc à 3,9%, alors que nous attendions seulement 1,5%, et cela montre bien une reprise de l'activité. Mais comme nous le voyons également dans cette partie macroéconomique au début, c'est l'offre qui augmente, mais la demande, elle, avec les ventes de détail notamment, qui reste assez sous tension. Pour le moment, une invalidation ici de ce double échec qui aurait pu conduire justement à une accélération sur les 0,6250, voire ici sur ce seuil des 0,62 qui a mis en échec ici fin mars, début avril, le cours de l'AUD-USD. Et donc, malgré un maintien pour le moment, nous restons avec ce double échec, donc sur ce niveau vers les 0,6566, 0,6560 et en échec sous les 0,65. Le test ici de la moyenne mobile 100 périodes qui pour le moment permet le rebond, pas de clôture depuis donc plusieurs séances malgré plusieurs tests. Attention à une clôture sous ce niveau, l'objectif court terme sur les 0,6377. Un nouveau franchissement pourrait conduire à ce niveau. Après plusieurs tests, cela pourrait confirmer justement cette tendance baissière avec les échecs, avec le maintien sous les 0,65. Le franchissement devrait nous conduire ici 0,6380. Sous ce plus bas récent, attention à l'accélération, donc comme je le disais, 0,6250, voire venir sur le seuil des 0,62. Un maintien ici, une poursuite de la baisse du dollar, et s'il n'y a pas d'aggravation également sur le conflit entre la Chine et les États-Unis, l'Australie, donc qui est le principal partenaire de l'Australie, je le répète assez souvent, c'est donc bien sûr la Chine, et bien sûr qui est une paire de devises, ou en tout cas une devise sur le dollar australien, qui est assez influencée par les échanges commerciaux mondiaux. Et bien sûr les matières premières, nous avons les matières premières minières notamment qui se maintiennent. Nous voyons le cuivre notamment, l'argent ici, l'or et les valeurs refuges, les métaux précieux qui se maintiennent et donc qui permet de soutenir la tendance. On voit une accélération d'ailleurs avec le dollar américain justement qui continue sa tendance baissière. Franchissement en revanche des 0,65 ici, et donc il faut venir dépasser les 0,6560, un dépassement du plus haut 0,6570 pour une accélération ici et venir tester la moyenne mobile 200, mais ici venir surtout sur le plus haut que nous avons observé depuis le 20 février sur les 0,66 75, 80 ici, donc en cas de dépassement des 0,65 60 sur donc l'AUD-USD. Voilà, nous terminons le Forex maintenant sur l'USD CAD, toujours dans son évolution ici assez volatile. Sur donc l'USD CAD, on voit tout de même une légère baisse de cette volatilité, quasiment un test de l'objectif ici que nous avions fixé, mais 1,4155, mais un échec donc avec le plus haut sur les 1,4141 et donc un retour baissier qui devrait amener à un test ici donc du seuil des 1,40. Très probablement, si nous avons une poursuite de l'intensification ici de la baisse du dollar américain, le pétrole également, bien sûr, qui aide bien le dollar canadien. Nouvelle hausse ici. Nous avons dépassé, nous parlions du seuil des 26 $, ce qui permet justement une nouvelle accélération et qui pourrait permettre de venir tester les 30 $. Mais attention, et nous en parlerons sur le cours du pétrole tout à l'heure, nous en avons parlé dans la partie macroéconomique, l'échéance donc du contrat juin, en tout cas le contrat à échéance juin arrive justement à échéance le mardi prochain. Nous en parlerons un peu plus longuement dans la partie technique sur le pétrole. Ici donc, objectif de revenir sur le seuil des 1,40 et donc attention en cas de clôture sous ce seuil des 1,40 qui pourrait amener à une nouvelle accélération. En cas de maintien en revanche, qui pourrait permettre un nouveau rebond avec un objectif qui pourrait être moins important justement parce que en tout cas moins haussier que les 1,4155. Nous avons donc je le disais, nous avons une réduction donc de cette volatilité avec voilà des plus bas qui se réduisent, la différence entre les plus hauts et les plus bas qui se réduisent. Si on repart ici, on voit donc une augmentation importante et puis une réduction légère. Nous vérifierons donc en cas ici de maintien sur les 1,40, nous pourrions voir un retour sur le seuil seulement des 1,41. Mais notre objectif toujours les 1,41,55 et un retour ici sur la résistance. Cela pourrait être amené justement sur cette résistance historique
Voilà, la résistance ici, donc du plus haut de décembre 2001 et le plus haut que nous avons observé ici en 2016. Qui amène à une hésitation, hein, nous l'avons vu tester à plusieurs reprises, mais voilà, les plus hauts restent, se réduisent de plus en plus. Donc il est possible que si nous suivons cette logique graphique, nous ayons donc si nous avons un rebond, un plus haut qui pourrait être inférieur à celui que nous avons observé avec cet échec sous les 1,4155. En tout cas, ici, nous suivons le dollar américain, une volatilité, hein, nous étions à moins 0,12, moins 0,06 actuellement, et nous voyons bien sûr cette influence immédiatement sur toutes les paires de devises que nous voyons, et notamment l'USD CAD actuellement. Voilà en journalier, donc franchissement en revanche, attention des 1,40, nous pourrions revenir tester ce C1,39, voire comme nous l'avons cité à la hausse ici, venir sur des niveaux moins bas et réduire encore plus cette volatilité. Nous allons le voir en journalier. La résistance, le support, toujours sur les 1,3850, hein, ce plus bas donc, que nous avons observé depuis le 16 mars dernier, donc cette hausse importante avec la hausse du dollar américain. Voilà, la hausse les 1,40, très probable test si nous avons une poursuite de la faiblesse du dollar. Nous suivrons avec attention cet après-midi, mais attention, si les tensions augmentent, si la hausse des marchés financiers se réduit, nous pourrions avoir un inversement de tendance sur le dollar américain, et donc cela amènerait tout de suite un rebond et venir sur les 1,40. Nous allons observer rapidement en une heure sur voilà, l'USD CAD. Donc hésitation ici, accélération baissière, donc ce qui pourrait justement en cas d'échec sous ces 1,4036, je le rappelle, il est actuellement 10h10, nous sommes en décalé, pourrait en revanche nous ramener sur le seuil des 1,40, les 1,4007, 1,40 le seuil. Le franchissement en revanche, il faut venir dépasser ici les 1,40 60, donc ce plus haut récent, pour venir sur les 1,41, voire 1,41,55. Voilà, nous poursuivons, nous regardons maintenant les indices. Nous allons commencer donc sur le DAX 30 et puis CAC 40, Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq 100. Ici donc, nous en parlions, l'échec sur les 10 800 nous a bien amené sur cet objectif qui est situé sur les 10 200, 10 152. Les 10 200 ont justement permis le rebond, c'est 10 200, donc un support important, ce plus bas de décembre 2018 a permis le rebond en séance et a permis au DAX de venir évoluer au-delà même de cet ancien plus bas récent sur les 10 370. Donc une invalidation pour le moment de la poursuite baissière, mais attention, en cas de retour, donc échec sous les 10 500, et nous allons le voir sur les autres horizons de temps, et un franchissement de nouveau des 10 350, il faut s'attendre à un retour de nouveau sur les 10 200, 10 150. Le franchissement ici pourrait confirmer cette accélération baissière, donc, et nous pourrions voir une accélération plus importante sur un support oblique, donc des plus bas ici de l'année 2014 et de l'année 2016. C'est l'objectif, mais il faut d'abord franchir les 10 200, les 10 152. Au-delà de ce plus bas donc de 2018, c'est 10 150 également. On le voit, ce retracement de Fibonacci qui a servi de résistance lors de la progression importante sur le DAX, donc qui est tout de même un niveau important. Et donc cette cassure, attention à l'accélération baissière justement, qui pourrait confirmer une tendance baissière. En revanche, à la hausse, donc au-delà des 10 370, donc ce plus bas récent, l'ancien plus bas récent du moins, le franchissement des 10 500 pourrait conduire à un retour haussier, nouvel espoir sur les marchés. Et donc ici, nous avons des niveaux importants. Voilà. En 4 heures, on le voit un peu mieux, avec la moyenne mobile 200 périodes, donc premier espoir au-delà des 10 370, au-delà de la moyenne mobile 200 périodes, mais nous avons voilà, rendre les choses plus visibles. Ce support oblique, important, un support oblique court terme, mais tout de même assez pertinent depuis mi-avril ici. On le voit à plusieurs reprises, donc qui a permis le rebond. Et ici donc un échec, un premier échec quasiment sur cette résistance oblique. Voilà. Ici c'est mieux, et de nouveau donc actuellement sur ce chandelier, les 10 500, le seuil des 10 500 et la résistance, en tout cas l'ancien support oblique. Le maintien sous ce niveau pourrait confirmer les niveaux que nous avons définis, donc en court terme 10 439 pour les 10 370, et attention par la suite les niveaux que nous avons définis en journalier. Ici en revanche un franchissement donc
de ces 10 500 pourrait conduire donc à une accélération un peu plus haussière sur donc le DAX et pourrait nous amener ici sur la moyenne mobile sans période, voire sur les 10 700 points. Nous allons l'observer dans d'autres horizons de temps. Voilà, peu de niveaux ici. Les 10 658, pardon, qui est notre niveau en cas de franchissement de cette oblique que nous avons vue et également du seuil des 10 500. Voilà, nous poursuivons, nous regardons le CAC, même type de voilà, une évolution graphique assez importante. En tout cas, c'est 4587 ici qui avait déjà mis en échec à plusieurs reprises et nous le voyons une nouvelle fois. Donc attention sur le CAC, hein, tout de même la baisse du CAC, il y a eu une hausse moins importante. Et la baisse nous a quasiment ramené ici sur ces niveaux de début avril. Comparé au DAX ou aux indices américains, nous en sommes encore assez loin. Donc ici, malgré une tentative ici sur les 4200, le franchissement des différents niveaux que nous avons définis, ici les 4342, ce plus bas, et le niveau intermédiaire sur les 4300, nous a amené donc à venir tester les 4200 points. Et à rebondir immédiatement. Et donc pas de retour ici sur les 4110 points qui était l'objectif suivant. En revanche, attention ici, donc après un échec, en tout cas si on compare ici et ici, nous avons eu un échec sur ces 50% de Fibo qui ont amené justement à un retour sur ces 4200 et qui ont permis donc le rebond en séance et de venir échouer une nouvelle fois sur les 38,2 de Fibo, et cela a amené justement à ce plus bas sur les 4100. Donc nous vérifierons justement ici, après ce rebond sur les 4200, en cas de poursuite haussière au-delà donc des 4340, là ce plus bas que nous avions observé, un retour sur les 4430, 4420, et en cas d'échec, attention à cette confirmation et un retour ici sur les 4100. Un franchissement en revanche, nous vérifierons l'autre retracement, en tout cas les 50% de Fibo, qui ont mis, je le rappelle, en échec, et il faut venir dépasser ces 4600 pour tenter une nouvelle approche ou une nouvelle tendance haussière. Le CAC se maintient en cash tout de même à une hausse de plus 0,90, donc nous suivrons avec attention, mais nous voyons en revanche une légère baisse de cette volatilité, de cette intensification, de cette hausse plutôt, depuis le plus haut en tout début de séance. Mais tout de même des marchés qui se maintiennent de façon plutôt solide. Donc voilà, nous suivrons avec attention. Voilà les niveaux techniques qui sont tout de même importants, on le voit, dans cette hésitation entre l'économie et l'espoir, en tout cas entre l'économie et l'espoir, de figures techniques et de marchés qui sont en train, peut-être plutôt d'algorithmes qui sont en train de jouer sur la technique tant que nous n'avons pas, sur les niveaux techniques, tant que nous n'avons pas d'autres informations, parce que les informations que nous avons vues dans la partie macroéconomique sur la situation économique et les perspectives économiques qui s'aggravent, et l'épidémie également qui semble s'aggraver dans certaines régions du monde, mais également aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est peut-être un peu tôt, on va pas dire que ça s'aggrave, mais en tout cas, la tendance baissière sur le nombre de cas au niveau global n'est pas confirmée, et dans certains États, la situation s'aggrave réellement. Donc voilà, les niveaux techniques à surveiller. Sous ce niveau, attention, c'est un niveau donc que nous n'avons pas vu, en tout cas... nous n'avons pas évolué sous ce niveau depuis ici le 24 mars, donc après le rebond important à quelques jours du plus bas de la crise. Également, c'était le plus haut que nous avions observé ici sur ce niveau, donc 4100 points, attention à la baisse, et ici il faut venir dépasser les 4600 points. Et nous avons vu les différents niveaux avec les 4340 notamment, intermédiaires, que nous allons surveiller. Attention donc, comme je le disais, avec ce rebond et cet échec. Voilà, nous poursuivons aux États-Unis bien sûr, et nous commençons sur le Dow Jones. Le Dow Jones, donc en journalier, nous allons d'abord observer en hebdomadaire avec cet échec. Enfin en tout cas avec un retour sur les 22 300. Voilà, voilà. Ici donc le plus bas sur les 22 790 qui a permis le rebond, et nous allons vérifier, nous sommes le dernier jour de la semaine, clôture hebdomadaire, donc nouvelle hésitation, clôture sous ce niveau qui confirme l'hésitation, ou au contraire un retour ici et une clôture au-delà des 23 842 qui pourrait confirmer ce retour haussier ici, et pourrait nous amener aux 25 000 comme on l'a vu ici. Première clôture au-delà de la moyenne mobile 200, deuxième clôture et
une confirmation avec ce maintien qui a amené un retour sur les quasiment 25 000 points. Donc ici, nous allons surveiller la clôture hebdo, 23 842. Voilà le niveau donc en hebdomadaire qui va être suivi, 23 842. En niveau journalier, nous avons cette résistance oblique, même si cela a été franchi à plusieurs reprises, qui est située donc actuellement sur le seuil surtout des 24 000 points. Et donc un franchissement du seuil des 24 000 points pourrait nous amener justement à confirmer une accélération haussière vers le seuil, donc 25 000 ici, en tout cas le plus haut récent que nous avons, qui est sur les 24 900 points. Nous surveillons ici le dépassement donc des 24 500 points, pardon, le plus haut que nous avons vu, et donc une accélération ici et un franchissement surtout invaliderait cette épaule, tête-épaule que nous avons vu et qui a amené à une baisse importante, mais nous attendions plutôt pour confirmer cette figure graphique, voilà, une accélération plus importante. Ici, le maintien au-delà des 23 000, le maintien au-delà de cet objectif intermédiaire et au-delà de ce plus haut. Ici, nous sommes quasiment tout de même à quelques dizaines de points. Le plus haut que nous avions observé du 26 mars, que nous avions également défini comme objectif, 22 685, et ici le plus bas donc, de la séance d'hier sur les CFD, 22 785. Donc tout de même une centaine de points, mais un maintien au-delà de ce niveau, et donc nous pouvons voir si l'espoir se poursuit, comme sur les indices européens actuellement, le seuil des 24 000. Au-delà de ce niveau, nous pouvons voir une nouvelle accélération baissière, 24 500 points. Un échec, en revanche, un retour sous les 23 433 ici pourrait justement confirmer cette figure épaule-tête-épaule et une accélération de la baisse donc sous ce niveau, avec l'objectif cette fois-ci de venir tester les 22 650. Voilà, le S&P 500 également, hein, nous l'avons vu, franchissement de l'oblique, du support oblique qui a conduit à une accélération baissière, mais le maintien donc au-delà des différents niveaux et donc pas d'atteinte de l'objectif court terme que nous avions défini ici sur les 2733-2722. D'abord en hebdomadaire, nous reviendrons sur ce graphique en journalier. En hebdomadaire, de la même façon, hein, nous avons la moyenne mobile 100 périodes. Sur le Dow Jones, nous avons vu la moyenne mobile 200. 23 842 pour la clôture ce soir, et ici 2886, qui est un niveau que nous surveillons depuis un certain temps, depuis la tentative de rebond, a échoué à plusieurs reprises sur cette moyenne mobile 100, sur les 2877, donc c'est 2877 qui est l'ancien plus haut ici historique, qui a également permis le rebond ici, une hésitation, et la moyenne mobile 100, donc voilà le range de 2877, 2890, 2900, qui est la résistance. Ici en hebdo, nous surveillons donc 2886, cette moyenne mobile sans période pour la même raison, donc d'une confirmation de la tendance haussière pour venir sur les 3000 points, ou au contraire une nouvelle hésitation, et donc attention à un risque baissier avec toujours sous cette moyenne mobile 100 premier objectif des 2722. Nous avons cité en journalier le retracement de Fibo, donc 2733 et 2722 sur ce support ici avec les deux plus bas, avec la reprise importante et l'échec sous la moyenne mobile sans période. Voilà donc les niveaux que nous allons surveiller sur cet indice américain. Une nouvelle fois, nous n'allons pas dans des horizons de temps trop courts. Nous sommes en décalé, il est 10h22. De la même façon, nous voyons ce support technique ici, donc un maintien au-delà de ce niveau donc du 24 avril et un retour immédiat sur au-delà de la moyenne mobile 200 et au-delà donc des 50% de Fibo et de ce plus bas également du 1er mai. Nous avons donc atteint un nouveau plus bas mensuel, mais un rebond immédiat. Nouveau test ici, moyenne mobile sans période. Nous arrivons donc sur le niveau de résistance important, hein, non loin de la moyenne mobile 100 que nous avons observé donc en hebdomadaire. Donc le franchissement ici 2869, nouveau test, et donc sur les 2877, 2889, il faut venir dépasser, ici nous pourrions voir un test ici de ces différents niveaux, il faut venir dépasser les 2900 qui pourrait permettre, comme on l'a vu ici, une accélération ici. Un échec sous 2900, retour baissier observé auparavant, également de la même façon ici un peu sous les 2900, retour baissier important. Franchissement en revanche, confirmation du franchissement, retour haussier, confirmation du franchissement, une accélération.
Donc voilà les niveaux, nous arrivons dans ce range d'hésitation, mais en revanche, franchissement de la moyenne mobile sans période, nous attendons le test des 2900 pour décider, ou en tout cas pour voir la tendance. L'échec en revanche immédiat et un retour baissier, donc pas de franchissement de la moyenne mobile sans période, donc nous pourrions voir une accélération ici 2831 en seuil intermédiaire, ici le support qui permet le rebond, de la même façon ici qui permet de dépasser les 2900, sous ce seuil intermédiaire des 2830, nous allons surveiller ces nouveaux tests ici des 2790 de la moyenne mobile 200, une nouvelle accélération, nous sommes en 4 heures, une clôture donc, en tout cas une nouvelle accélération, de nouveau test de ce plus bas sous ce niveau et confirmation d'une clôture peut-être en 4 heures sous les 2790 ou une franche accélération. Attention à la confirmation baissière sur l'US 500. Pour terminer, le Nasdaq 100 qui reste toujours assez solide, hein, nous sommes proches toujours très proches des plus hauts historiques, nous avons quasiment atteint ce comblement du gap ici, mais ici de la même façon, même type de support, donc sur la moyenne mobile sans période, un retour immédiat et une accélération haussière que nous avons observé sur le Nasdaq 100 qui a progressé hier de 0,91%. Pour le moment, nouveau test ici du 30 avril qui avait justement reconduit à cette moyenne mobile sans période et puis un dépassement avait permis l'accélération. Nous sommes en train de le tester ici sur les futurs, sur les CFD du moins, situé sur les 9150. Un franchissement, très probable retour ici donc sur le plus haut récent, 9350. Nous pourrions même voir un comblement du gap, donc situé à quelques points au-delà sur les 9430, donc ici. Donc tout de même une augmentation sur le cours actuel de comblement du gap, donc de 3,36%, donc tout de même assez important. Mais ici, à court terme, au-delà des 9160, nous allons regarder sur les CFD 9156, retour ici, nouveau test des 9350. Un échec en revanche, et c'est un nouveau test des $9000 et des 9000 points, pardon, et de la moyenne mobile sans période 8960. Sous ce niveau, nous pourrions voir donc une nouvelle crainte ou une nouvelle tension baissière. On le voit ici, ce niveau 8800, je vais y arriver, 8866, donc qui est important. Hein, support ici, mais également qui avait mis en échec entre les 9000 et 8866, mis en échec la progression et conduit à une nouvelle accélération baissière ici. Donc attention avec un retour sur les 9958 qui pourrait mener donc sous les 9000 à ce nouveau test de l'extension de Fibo sur le Nasdaq et donc sous ces 8860, objectif de revenir ici sur le plus bas du mois de mai qui est sur les 8576. Voilà, nous poursuivons maintenant, nous regardons donc les matières premières pour terminer, les matières premières avec le cours de l'or, de l'argent, du cuivre et du pétrole pour terminer sur le Bitcoin. Le cours de l'or qui progresse tout de même, qui traduit bien de ces tensions, de cette nervosité sur les marchés et le cours de l'argent également, nous en parlerons, qui arrive sur qui pourrait tester une zone de résistance. Donc le cours de l'or ici qui est revenu sur nos 1737, pas de retour donc baissier depuis le 1er mai où nous avons rebondi ici, donc un point d'entrée qui était plutôt positif, 4%, toujours une perspective haussière donc à long terme. Attention à la hausse du dollar américain, attention aux nouvelles tensions qui pourraient en revanche conduire à un nouveau ralentissement. Pour le moment, une hausse, mais qui revient tester donc ces niveaux. Il nous faut une clôture ici en journalier au-delà des 1740 qui pourrait justement nous amener sur en tout cas il faut dépasser les 1750 $, donc quasiment le plus haut récent qui avait mis en échec également ici pour revenir sur les 1800 $, sur les 1796 ici l'ancien plus haut. Donc en revanche un nouvel échec sous ces 1740 1750 $, donc nous pourrions voir une nouvelle pression baissière. C'est le dollar américain qui pourrait nous conduire à cela et donc l'échec sous les anciens plus hauts à revenir ici sur la moyenne mobile sans période, sur les 17 710 $, voire sur le seuil des 1700 $. Le cours de l'argent qui progresse de façon importante également, une accélération donc avec ce maintien au-delà des 14,78 $ et de la moyenne mobile 200 période. Donc cette moyenne mobile 200 période avait déjà permis le rebond et ici une nouvelle fois donc une accélération extrêmement importante. Nous allons regarder en journalier
Voilà, en journalier. Donc, depuis le franchissement de cette oblique, cette résistance oblique, nous avons une accélération. Franchissement des 15,50 $. Ici, après une hésitation, ce franchissement a permis l'accélération importante et même au-delà des 15,87 qui est donc le plus haut depuis la reprise haussière. Qui était le plus haut? Franchissement un autre niveau sur la moyenne mobile 100 périodes et ici pour le moment une hésitation sur ce support. Mais nous pourrions venir au-delà de la moyenne mobile 100 sur les 16,06 $. Nous pourrions venir sur ce niveau d'hésitation, sur ce niveau de résistance et de support. Une hésitation que nous avions observée à plusieurs reprises, mais surtout donc qui ici qui était un niveau donc de résistance entre le bas et le haut du range, surtout le bas ici en cas de franchissement. Lorsque nous franchissons en clôture, c'est ce niveau qui est situé sur les 16,80, nous avons généralement une accélération au moins sur les 17 $, au moins sur le plus haut. Un échec en revanche, et c'est là c'est un retour baissier donc ici. Donc ce range de résistance que nous surveillons avec attention, qui pourrait mener à un test des 17 $. Nous n'en sommes pas encore ici, mais en cas d'accélération de baisse du dollar américain, cela pourrait conduire à une poursuite de la hausse ici, ou de nouvelles craintes et de poursuite ici de la hausse du cours de l'or. Les niveaux au-delà de la moyenne mobile 100, ici il faut dépasser ces 16,40 $ et venir ici donc quasiment sur la moyenne mobile 200 périodes, venir la dépasser sur les 16,81 qui en cas de dépassement notamment en clôture devrait permettre les 17 $, voire les 17,32. Un échec à venir franchir ici ce niveau. Nous pourrions voir un retour sur la moyenne mobile 100, voire ici un test des 15,87. Un échec sous les 15,87 invaliderait cette tendance haussière. Voilà, nous terminons les métaux avec le cours du cuivre qui profite plus ou moins des publications en Chine. Donc, nous en parlions dans la partie macroéconomique, ces publications en Chine. Donc, la production industrielle qui est à plus 3,9%, donc un peu au-dessus des augmentations que nous voyons régulièrement, mais au-delà du consensus qui attendait 1,5% et au-delà du précédent qui était en baisse de 1,1%. Donc une reprise de l'activité, nous en parlions de la même façon, c'est une reprise du côté de l'offre. Du côté de la demande, en revanche, c'est un peu plus tendu et nous avons des ventes au détail qui sont en forte baisse et au-delà du consensus, les investissements en immobilisation qui est plutôt un risque à long terme, bien sûr, qui pourrait peser, amène surtout les ventes de détail à une demande qui se tarit, en tout cas une demande intérieure. Mais l'industrie, qui n'est pas forcément par la suite, par rapport à la demande intérieure des ventes de détail, bien sûr sur le cuivre, plutôt industriel, et donc sur la demande des industries, au niveau national, mais au niveau international, ce qui paraît un peu difficile, étant donné la reprise doucement en Chine, mais également la réouverture très récente des États-Unis et de l'Europe, même si les industries petit à petit reprennent leur hausse. Comme nous le disons très, très souvent, le cuivre est donc un baromètre extrêmement important de l'économie parce qu'il est utilisé dans bon nombre d'industries différentes et donc cela bien sûr amène à un engouement, mais on l'a vu sur les marchés, pas de décalage ici, la hausse du cuivre ou des matières premières par rapport à la hausse des actions, ce que nous pouvons observer régulièrement, mais ici nous avons une hausse également et une poursuite de la tendance haussière. Attention tout de même à ce risque ici avec les 2,36 $ qui avaient mis en échec donc ici le rebond du 17 avril et nous avait conduit à une forte baisse. Ici donc en revanche la tendance haussière se poursuivait, nous n'avons pas de retour au-delà de cet ancien plus bas pour le moment et donc une hésitation plutôt est de mise sur le cours du cuivre. Nous regardons la production industrielle également aux États-Unis, la demande intérieure, toutes ces publications qui pourraient amener à des risques sur la reprise économique. Même si les risques, nous les connaissons, même si cela est plus que des risques, c'est un ralentissement qui va se prolonger, mais les marchés n'en prennent pas forcément conscience, ou en tout cas voient beaucoup trop loin par rapport à la crise qui pourrait durer, et même en 2021, voire au-delà. Ici, au niveau du cuivre, les 2,36 $ sous surveillance. Au-delà de ce niveau, il y a une résistance importante qui se forme. Le plus haut récent et la moyenne mobile 100 périodes, donc quasiment située sur les mêmes niveaux, à quelques centaines cents de dollars ici. Donc 2,43 $, donc, qui est la résistance, 2,4265 $ sur la moyenne mobile 100 périodes. Le dépassement ici pourrait permettre l'accélération, en tout cas de confirmer un retour haussier pour venir sur les 2,50 $.
Avant d'atteindre ce niveau, il faut se maintenir au-delà des 2,36 $, je le rappelle, qui jusqu'à cette clôture haussière ici a mis en échec donc la progression pendant un certain temps, pendant toute la seconde moitié du mois de mai, a mis en échec donc la progression du cours du cuivre. Nouvel échec ici avec une clôture malgré un dépassement qui s'est fait sous ce niveau. De la même façon, une clôture hier qui s'est fait sous ce niveau. Et ici, malgré un franchissement, un retour sur ce niveau. Donc sous les 2,36 $. Le dépassement ici du plus bas récent, les 2,31 $. Nous attendons donc un probable retour. Notre objectif sur les 2,2860 $ ici. Et le franchissement de l'ancien plus bas et du plus bas récent d'ailleurs, pourrait conduire à une nouvelle accélération avec l'objectif des 2,22 $. Le support ici et l'oblique, donc la résistance oblique qui est tout de même importante, c'est la résistance depuis le point haut de janvier et cette baisse extrêmement importante avec le ralentissement économique mondial et le Covid. Voilà sur les matières premières, en tout cas sur les métaux. Le pétrole qui a donc franchi nos 26 $ ici, pardon, voilà, notre niveau donc que nous définissons sur les 26 $, ce qui a permis la forte accélération et de venir sur les 28,75. Les 28,75, voilà, c'est le plus bas de 2016 donc que nous avons observé. Le plus bas donc de 2016 qui est en train d'être testé et le franchissement des 28,75 qui devrait permettre l'accélération sur les 30 $. Nous avons des mouvements assez importants. Les raffineries sont en train d'augmenter les outputs, la production que nous avons vu donc ici. En revanche, dans le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, ce qui est plutôt positif, c'est pas la production de brut, c'est la production le raffinage, donc la transformation du pétrole, ce qui traduit une hausse de l'activité. Mais d'un autre côté, nous avons la CFTC, donc le régulateur sur les matières premières aux États-Unis, qui est plutôt négatif, ou en tout cas qui montre, qui met en exergue, qui fait ressortir, qu'il y a une forte volatilité récemment sur le pétrole. On voit cette hausse importante, une hausse de près de nous allons arriver à près de 200%, voilà, 185% de hausse sur le pétrole, sans amélioration de la demande. De la même façon, comme ce que nous observons au niveau de la Chine, avec la production industrielle, une hausse de l'offre, mais la demande est toujours sous pression. De la même façon, au niveau du pétrole, c'est la même chose. L'offre est plutôt en amélioration. En tout cas, nous avons une baisse de l'offre, ce qui est plutôt positif pour les prix. Mais au niveau de la demande, même s'il y a pour le moment un espoir de voir la demande augmenter, parce qu'il y a une baisse des lockdowns, des restrictions, nous avons donc toujours des craintes sur la demande qui sont importantes et une baisse de la demande, ou en tout cas des craintes en tout cas sur la demande pour cette année, mais également à long terme avant de reprendre le niveau important que nous avons, le niveau en tout cas de 2019, voire auparavant. Donc au niveau technique, attention au niveau économique, nous allons surveiller les publications aux États-Unis, les commentaires concernant les probables poursuites de baisse de taux de l'OPEP, OPEP+, et les partenaires de l'OPEP+, en tout cas les autres producteurs comme les États-Unis et le Canada, mais si cela est plus difficile, comme ce ne sont pas des cartels, mais ce sont des sociétés privées. Mais voilà ce que nous allons surveiller de ce côté, et de l'autre côté bien sûr à l'échéance donc ce qui avait amené à ces tarifs négatifs, je parlais de la CFTC, j'ai peut-être pas fini, la CFTC donc qui voit une augmentation de la volatilité, mais qui dit également qu'il y a des craintes sur le fait de retrouver un pétrole négatif sur certaines échéances. On pense tout de suite bien sûr à l'échéance juin qui se termine mardi pour une livraison juin. Donc, en effet, la demande, je l'expliquais tout à l'heure avec les contrats futurs, voilà, certains vont être normalement livrés en pétrole sur les investisseurs contrats futurs, et puis d'autres vont couper leur position parce qu'ils investissent de façon spéculative. Étant donné qu'il y a moins de demandes, de moins en moins de personnes vont à échéance et donc clôturent leur position sur les échéances courtes pour aller sur d'autres échéances un peu plus lointaines, ce qui conduit à des baisses extrêmement importantes et ce qui a conduit à ce pétrole négatif notamment que nous avons vu le 21 avril. Prochaine échéance, mardi prochain.
Donc attention à ce même type de phénomène. À court terme, cette euphorie, cet espoir sur les marchés qui continue, ce rebond en tout cas technique pour le moment, pas de retour à la tendance haussière confirmé, toujours des risques baissiers importants sur les indices, mais cet espoir donc, et ce rebond technique pourrait permettre de venir en cas de dépassement des 28,75, donc le plus bas que nous avons vu en 2016, devrait permettre de tester les $30. Ici, je le rappelle, nous avons deux types de contrats, nous en avons plus, mais ici, l'échéance juin, qui est donc celui qui se termine mardi, et le synthétique IG, qui est donc sans réel, en tout cas on dit sans échéance, c'est celui qui est dit sans échéance. Donc voilà, encore une fois, le spread se réduit de plus en plus. C'est un phénomène qui est tout à fait normal avec la fin de l'échéance. Sur le synthétique, c'est donc la prochaine échéance et la suivante. Et donc de la même façon, il y aura un rôle sur juillet et août, actuellement juin et juillet. Et l'échéance de juin ici. Simplement, voilà, pour faire la différence. Voilà, nous terminons maintenant ce Market Live avec le Bitcoin qui est en train de tester une nouvelle fois les 10 000. Comblement du gap ici, il n'y a pas de gap normalement, étant donné que nous sommes sur le Bitcoin, 24-24, 7 sur 7. Mais un nouvel échec pour le moment sur les 10 000. Mais cela pourrait permettre de venir tester notre résistance importante, donc, qui est ici. Donc c'est les 10 500, c'est notre résistance, et cela pourrait amener à un fort mouvement, que ce soit à la hausse ou à la baisse au niveau technique. Il y a un renfort, bien sûr, d'une banque américaine qui intensifie un peu son trading dessus, de fonds d'investissement qui communiquent, qui doivent être fortement à l'achat dessus et qui veulent atteindre leurs objectifs. Je ne sais plus, Tudor, il me semble, qui précisait que cela pouvait être comparé à l'or auparavant. Attention tout de même, l'or a une utilité, le Bitcoin en a très peu. Voilà, je ne vais pas rentrer dans la théorie de l'utilité ou pas du Bitcoin. Est-ce que cela a un avenir? On reste ici sur l'aspect technique, simplement deux mots. Donc, la blockchain et les monnaies virtuelles peuvent avoir un avenir. Est-ce que cela se fera au travers du Bitcoin? Cela paraît très étonnant. Il ne faut pas oublier non plus que les banques centrales sont en train de préparer leur monnaie virtuelle et ce n'est pas forcément positif pour un concurrent d'une monnaie virtuelle de la Fed ou de l'Union européenne, parce qu'on ne va pas utiliser 1000 monnaies. Donc, l'intérêt d'une monnaie virtuelle, c'est d'avoir une seule monnaie, ou en tout cas entre des monnaies qui seraient créées par des États et des monnaies qui seraient créées ici, comme le Bitcoin, qui est un bon début pour aller sur des monnaies virtuelles. On peut y penser parce qu'avec toutes ces injections de liquidités, on peut penser que le dollar tel qu'il est actuellement pourrait être complètement modifié. Mais voilà, au-delà de ces théories, autrement certains précisent que le Bitcoin pourrait être justement la monnaie utilisée par le plus grand nombre. Mais en tout cas, au-delà de ces théories économiques ou pas, pour moi il n'y a que très peu d'impact, ou il n'y a pas d'impact économique, de fait économique sur le Bitcoin, simplement de l'engouement, sans parler du dark market ou autre, de l'engouement ou pas des investisseurs et des moyens de paiement, les sanctions notamment qui jouent beaucoup sur ce type de crypto-monnaie. Voilà, mais ici, le niveau, donc avec ce test des 10 000, le grand test pour moi en tout cas, ce sont les 10 500. Le plus haut récent, le plus haut ici depuis donc le septembre 2019, et qui correspond également à cette résistance du plus haut historique, et le plus haut également, le deuxième plus haut, donc ici le juin 2019. Donc le test, le franchissement validé, en effet on pourra avoir une accélération importante au niveau graphique et un engouement plus important au-delà des 10 000 $ des investisseurs. Un échec en revanche, cela pourrait justement poursuivre cette tendance baissière que nous avons depuis décembre 2017 sur le Bitcoin. Voilà donc pour cette partie technique, voilà pour ce Market Live, dernier Market Live de la semaine. Vous retrouverez donc Alexandre Baradez lundi à 11h. Nous aurons également cet après-midi en relation, en partenariat avec Vidéo Bourse, donc un webinaire, ou en tout cas un live sur le marché du pétrole, justement entre le rapport de l'OPEP et celui de l'IAE, entre les décisions de l'OPEP et puis bien sûr l'échéance qui arrive mardi prochain. Nous verrons tout cela pour ceux qui souhaitent y participer. Donc à 14h cet après-midi, ce sera avec moi-même et Fabien Labrousse, donc de Vidéo Bourse. Voilà donc pour ce Market Live. Merci de nous avoir suivis et très bonne journée à tous.